Bonjour à tous! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de poésie japonaise. J'ai toujours adoré la poésie et en 2002, j'ai reçu un diplôme d'excellence en poésie par le Centre culturel européen et ça reste une vraie fierté, même si ça date. Étant japonaise, je me suis intéressée très tôt au haïku et j'en ai écrit énormément. J'ai même publié un petit livre en auto-édition, Les petits bouts de nature, qui rassemble mes haïkus autour d'un même thème. À la fin de cette vidéo, vous pourrez découvrir des extraits du livre et si vous voulez vous le procurer, toutes les infos seront dans la description pour l'acheter en librairie. Dans cette vidéo, nous allons retracer l'histoire de la poésie japonaise, explorer les différents genres poétiques dans l'ordre chronologique et je vous montrerai comment créer des haïkus assez facilement en vous inspirant d'un poète français. À la fin de la vidéo, vous aurez une bonne vue d'ensemble sur le sujet. Mais comme nous irons assez vite, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à creuser par vous-même si le thème vous passionne. Comme cette vidéo est assez longue, j'ai ajouté un chapitrage dans la description. Comme ça, vous pourrez sauter directement au passage qui vous intéresse le plus. Avant de commencer, je vous présente mes sources. Comme toujours, je me base sur Wikipédia, en français, en japonais et en anglais, puis je vérifie le tout dans des livres. Cette fois, pas de livre numérique, je suis allée fouiller dans mes manuels scolaires. Celui-ci, c'est le manuel de japonais et celui-ci, le manuel de calligraphie. Ensuite, les images et les textes utilisés dans cette vidéo sont libres de droit. Les images sont récupérées sur Wikimedia Commons ou bien ce sont mes dessins et mes photographies. Les textes sont tirés de Wikisource ou ce sont mes propres traductions. Donc voilà, maintenant nous pouvons commencer. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un voyage poétique dans le Japon à partir du 7e siècle? C'est parti! Nous sommes au 7e siècle. Le chinois est alors une langue officielle et savante, un peu comme le latin en Europe. Et les kanji chinois sont utilisés par les aristocrates qui composent déjà des poèmes en chinois pur, qu'on appelle les kanji. Écrire des kanji était alors un signe de prestige et de raffinement. Les poèmes étaient lus lors des réceptions, des concours et même échangés en correspondance entre nobles. Mais voilà, les caractères chinois sont trop complexes et en parallèle des kanji, un autre mouvement poétique apparaît, qu'on appelle les waka. Waka qui veut dire littéralement chant de la langue japonaise. Et les waka sont des poèmes écrits entièrement en japonais avec une écriture dérivée des kanji qu'on appelle les maiyogana. Ce sont des caractères chinois utilisés pour leur valeur phonétique afin de noter le japonais. Ce sont les ancêtres des katakana et des hiragana. Au milieu du 8e siècle, on compile les waka dans une anthologie nommée le Maiyoshu. Les auteurs de ces poèmes sont issus de plusieurs classes sociales. On y trouve l'empereur, des nobles, mais aussi le peuple ordinaire ainsi que des auteurs anonymes. Le recueil est divisé en 20 tomes et comprend plus de 4500 poèmes. Il existe deux formes principales de waka. Les tanka, des poèmes courts, et les choka, qui sont des poèmes longs. Le Maiyoshu compte environ 260 choka et tout le reste, ce sont des tanka, donc des poèmes courts. Et ça montre déjà l'attirance des Japonais pour les formes brèves et visuelles. D'ailleurs, le choka deviendra de plus en plus rare et le tanka sera la forme la plus utilisée. Et tous ces poèmes sont en majorité rédigés en maiyogana, mais quelques-uns utilisent des hiragana et ce sont des poèmes écrits par des femmes. Le hiragana est à cette époque principalement utilisé par les femmes. Je vais vous présenter un tanka tiré du Maiyoshu de l'impératrice Jito. Je vous mets le texte ici en japonais et je vais vous la lire. Haru sugite, natsuki ni kerashi, shirotae no koromo hosucho, ama no kaguyama. En traduction, ça fait « Le printemps est passé, l'été est arrivé, semble-t-il. Sur le mont Kaguyama, les vêtements blancs sont étendus, asséchés au soleil. » Voilà, c'est un poème de saison célébrant la nature et les rites du passage du printemps à l'été. Et là, on sent déjà un air de haïku. Le thème est la nature et une image un peu mélancolique. Après, le Japon est un des rares pays où la poésie classique a été très fortement féminine, surtout à l'époque Heian. Les grandes poétesses ont même influencé toute la littérature japonaise. Voici un poème d'une des autrices les plus connues, Ono Komachi, considérée comme l'une des Rokkasen. Rokkasen qui veut dire six génies de la poésie. Elle est connue pour sa beauté légendaire et ses poésies extrêmement émotives, mélancoliques, centrées sur l'amour impossible. Donc voici le waka de Komachi, le Kokinshu numéro 113. Hana no iro wa utsuri ni keri na itazura ni wagami yo ni furu nagamese shima ni. La traduction, ça veut dire la couleur des fleurs a déjà fané ironiquement, tout comme ma vie qui s'est écoulée pendant que je restais à contempler la pluie.
Voilà, c'est un waka sur la beauté qui passe, un peu comme le poème de Ronsard, mignonne, allons voir si la rose, etc., mais en plus court. Nous sommes maintenant au début de l'époque Kamakura, et le waka est devenu tellement à la mode qu'on écrit presque tout poétiquement. Un nouveau style de communication apparaît, et ce style de communication, on l'appelle le lenga. Lenga signifie littéralement poème lié, poème enchaîné. C'est une poésie collective composée à plusieurs, vers après vers. Donc comment ça marche concrètement? On envoie un tanka de 3 vers sous forme de 5 syllabes, 7 syllabes et 5 syllabes, et le destinataire doit répondre sous forme de tanka en 2 vers de 7 et 7 syllabes. Et ainsi de suite. Chaque vers doit répondre au précédent sans forcément répéter exactement le même thème, mais tout en gardant une harmonie subtile. Ces échanges se font entre amants, entre amis ou même entre membres de la cour, mais juste pour le fun. La poésie est alors vue comme un ensemble, une relation, un lien et non comme une œuvre solitaire. À l'époque Muromachi, le lenga est considéré comme un art savant et très philosophique pratiqué par les moines, les aristocrates et les samouraïs. Les vers deviennent alors très influencés par le bouddhisme zen. Voici un exemple tiré du Minase Sangin Hyakuin, composé en 1488. C'est le renga sérieux par excellence. Il a été composé au sanctuaire de Minase par 3 auteurs. Donc c'est ce que veut dire le titre. Donc les 3 auteurs sont Sogi, Shohaku et Socho. Il est composé de 100 vers liés et constitue une poésie savante influencée par le zen et très codifiée. Nous, on va juste voir le début parce que lire les 100 vers d'une traite, c'est un peu trop long. Les 3 premiers vers d'ouverture d'un lenga se nomment le hokku et c'est Sogi qui commence. Yuki nagara, Yamamoto kasumu, yube kana. La traduction c'est sous la neige, au pied de la montagne, une brume. Le soir tombe. Donc ici on pose l'atmosphère. On sent que c'est l'hiver, le silence règne, c'est très zen, très épuré. Et c'est un hokku parfaitement sérieux et contemplatif. Et voici la réponse de Shohaku. Yuku mizu toku, ume ni hou sato. La traduction c'est l'eau qui s'en va au loin, le village embaumé par les pruniers. Donc cette réponse complète les premiers vers avec un lien subtil. On ne répète pas la neige, mais on glisse vers les pruniers qui a introduit le tout début du printemps. C'est une transition saisonnière subtile. Et ensuite à ça répond Socho, Kawakaze ni hitomura yanagi haru miete. Donc la traduction c'est dans le vent de la rivière, un bouquet de saules. Le printemps apparaît. Ici c'est une confirmation saisonnière. Le printemps n'est plus seulement suggéré, mais il est bien là. Donc on a avancé du paysage au spirituel, du soir à l'aube, de l'hiver au printemps. Le tout sans jamais casser l'harmonie. Voilà, c'est du renga sérieux, aucune blague, aucune trivialité, vocabulaire classique, référence zen. Pris séparément, ces vers sont beaux, mais ensemble ça forme une méditation collective. Et c'est bien beau tout ça, mais quand ça devient trop sérieux, le monde réclame de la légèreté. Et vers 1480-1550 apparaît une nouvelle pratique qu'on appelle le Haikai no Renga. Donc comme dit le nom, ça reste toujours du renga, donc c'est toujours collectif, avec la même structure, 5-7-5-7-7 alternée, mais le ton est libre. On y trouve alors de l'humour, un langage parlé, des références au quotidien et de jeux de mots. Le mot haikai signifie alors léger, plaisant, fun. Au début de l'ère Edo, le haikai devient très populaire et est pratiqué par des marchands, des artisans, des samouraïs et les moines itinérants. Et pour la première fois, la poésie sort des palais. Au XVIIe siècle, le poète Matsuo Basho révolutionne le haikai. Il conserve la liberté, mais enlève toute la vulgarité gratuite. Il cherche quelque chose de léger, accessible à tous, mais spirituel. On a alors des haikai simples, mais profonds. Et le hokku, donc les premiers vers du renga, devient central. Basho ne créait pas encore le haïku. Il écrit toujours des hokku qui attendent des réponses. Donc je vous présente ici son célèbre hokku qui n'a jamais eu de réponse car il le retravaillait sans cesse avant d'atteindre sa forme finale. Et une fois la forme finale atteinte, c'est tellement parlant que le hokku n'a pas eu besoin de réponse. Furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto. La traduction c'est un vieil étang, une grenouille plonge, le bruit de l'eau. Ce hokku était tellement fort qu'il n'a pas eu besoin de réponse et a circulé très tôt comme un poème autonome. Et du coup, il a servi de modèle et non comme un point de départ à un jeu collectif. C'est l'un des premiers signes que le hokku commence à vivre seul. Nous sommes désormais au XVIIIe siècle. Un poète et juré du concours de haikai, Karai Senryu, compile et popularise des poèmes satiriques. Lui, il souhaite que les poèmes dénoncent quelque chose et son pseudonyme donnera son nom au genre Senryu, les poèmes courts en 5-7-5, centrés sur l'humain avec un ton ironique ou satirique. Donc je vais vous montrer un exemple de vers qui est souvent présenté comme un senryu
mais qui n'en est pas vraiment un, car le poème a été créé à l'origine dans le cadre d'un jeu similaire au haikai qu'on appelle le zenkuzuke, qui consistait à trouver un début aux deux vers qu'on propose. Donc c'est le contraire du lenga en fait. Et donc il fallait trouver un début aux deux vers kiritaku mo ari, kiritaku mo nashi. Ce qui veut dire je voudrais le trancher, et pourtant je ne peux pas le trancher. Et donc pour ce vers final, 3 débuts différents sont proposés, dont celui de Sokan qui dit Dorobo wo toraete mireba waga konari. Ce qui veut dire en traduction, en attrapant le voleur, c'était mon pauvre fils. Et ces 3 vers ont ensuite circulé de façon autonome et ont fini par être considérés comme un senryu, bien que ce ne soit pas leur origine. On est ensuite au 19e siècle. Masaoka Shiki réforme la poésie japonaise. Il isole le hokku et lui donne le nom de haïku, que nous connaissons bien aujourd'hui. Masaoka Shiki propose le concept du shasei, croquer le réel sur le vif. Pour lui, le haïku c'est un croquis. La structure reste le même, donc en 3 vers de 5, 7, 5 syllabes, avec l'inclusion d'un kigo, qui est un mot de saison qui connecte le poème à la nature, et d'une pause, le kireji, qui crée une rupture, une réflexion ou une émotion. En fait, ces éléments existaient déjà avant Shiki, mais il les a systématisés et placés au cœur du haïku moderne. Avant Shiki, les poèmes en 5, 7, 5 sont des hokku, mais on les appelle aujourd'hui haïku par convention moderne après Shiki. Donc voici un exemple de haïku de Masaoka Shiki. Byohitsu ya mado atataka ni aki no hae. Donc la traduction c'est salle d'hôpital, la fenêtre chaleureusement éclairée, une mouche d'automne. C'est un haïku très sobre, presque cruel dans sa simplicité, où une mouche d'automne révèle, sans un mot de plainte, la solitude du malade face à la continuité du vivant. Donc voilà, le mot de saison peut être un symbole, donc les feuilles mortes, la neige qui tombe, une image qui évoque une saison, par exemple un sapin décoré, des œufs en chocolat, etc. Ou un animal qu'on ne voit que pendant une période donnée, comme les hirondelles ou les papillons. À partir de là, le lenga décline et le haïku devient une forme indépendante puis mondiale. Donc voilà, jusqu'à cette période de l'histoire du Japon, il n'y a pas eu d'échange culturel libre avec l'Occident et la poésie japonaise a évolué en interne, mais voilà, tout change brutalement avec l'arrivée du Commodore Perry et l'entrée dans l'ère Meiji. En 1868, le Japon s'ouvre et décide d'absorber la culture occidentale pour ne pas être dominé. Et c'est dans ce contexte que la poésie occidentale entre au Japon par des traductions, les étudiants envoyés en Europe et la presse littéraire. Et pour les Japonais de l'époque, la poésie occidentale est déroutante. En effet, il n'y a pas de structure fixe comme le tanka, et il y a des rimes au lieu d'un rythme syllabique, et le jeu émotionnel est très présent. Et on y parle surtout de sujets que les Japonais ne parlent presque jamais, c'est-à-dire la révolte, la mélancolie, le spleen, la sexualité, la mort. Et tout ça, beaucoup de Japonais trouvent que ces poèmes sont trop personnels, trop chaotiques, et honnêtement, beaucoup de Japonais n'aiment pas. On dit alors que la poésie occidentale est laide, déséquilibrée, jusqu'au jour où apparaissent les premières traductions partielles d'un poète. Et ce poète-là, c'est Paul Verlaine. Et oui, c'est la révélation. Il devient immensément populaire et c'est probablement le poète occidental le plus aimé au Japon. D'ailleurs, j'aime beaucoup ses œuvres également. En effet, Verlaine, c'est la musicalité, c'est la mélancolie douce, l'atmosphère plutôt que les discours, et là, les Japonais se reconnaissent pleinement. Du coup, Verlaine est traduit très tôt et abondamment. Ainsi, la poésie occidentale reste toujours perçue comme personnelle et chaotique, mais aussi incroyablement moderne et belle. Fin du 19e siècle, les poètes les plus influents sont Verlaine, Baudelaire et Rimbaud. Et sous cette influence occidentale, une nouvelle forme poétique naît, le shintaishi. Le shintaishi n'a pas de structure syllabique fixe et aborde des thèmes personnels, sociaux et existentiels. Voici un exemple avec un poème du poète Shimazaki Toson, pionnier du shintaishi. Voici son poème Hatsukoi, qui veut dire premier amour, tiré du Wakanshu publié en 1897. Mada agesomeshi maegami no ringo no moto ni mieshu toki mae ni sashitaru hanagushi no hana aru kimi to omoikeri yasashiku shiroki te o nobete ringo o ware ni ataeshi wa usukurenai no aki no mi ni hitokoi someshi hajime nari waga kokoro naki tameiki no sono kaminoke ni kakaru toki tanoshiki koi no sakazuki wo君が情けに組みしかな。リンゴ畑のこの下に、おのずからなる細道は、たが踏み染めし片溝と、問いたまうこそ恋しけれ。Donc la traduction, c'est
ta frange à peine relevée pour la première fois, quand je t'aperçus au pied du pommier, je pensais que toi, tu étais la fleur, ornant le peigne planté devant. Doucement, tu tendis ta main blanche, et tu me donnas une pomme. Dans ce fruit d'automne légèrement rouge, ce fut le commencement où j'ai appris à aimer une personne. Quand mon soupir involontaire vint se poser sur tes cheveux, tu as rempli pour moi la coupe de l'amour heureux par ta bonté. Sous ces arbres du verger, ce sentier né de lui-même, qui donc a foulé les premiers pas dans ce souvenir? Et c'est de cette question que viennent mes sentiments. Et ce poème est, pour les Japonais de l'époque, révolutionnaire. Il n'y a pas de structure fixe, comme les tanka. Le langage est simple, les sentiments personnels et explicites. On sent clairement l'influence du romantisme occidental. Le Shintaishi devient alors un moyen, un style pour exprimer l'individu et parler des sentiments personnels, du corps, du mal-être. Et aujourd'hui, on distingue donc les Tankashijin qui composent des waka dans la forme classique 5-7-5 ou 5-7-5-7-7, les Haijin qui composent des haïkus, donc dans la forme 5-7-5 avec un kigo et une césure. Nous avons aussi les Senryushi qui composent des senryu en 5-7-5 centrés sur l'humain, l'humour et l'ironie. Et nous avons aussi les shijin, terme généralement utilisé pour les auteurs de poèmes classiques, et les shintaishi. Voilà, donc maintenant essayons de penser comme un japonais afin de produire des poèmes de style haïku en français. Et pour penser japonais, on va d'abord voir un poème de Paul Verlaine. Pourquoi ? Parce que c'est le poète français le plus japonais que je connaisse. C'est bien sûr mon point de vue, mais vu son immense succès au Japon, je pense ne pas être la seule à penser ça. En 1905, Bin Ueda, traducteur et poète, introduit la poésie occidentale moderne au Japon. Il traduit notamment Verlaine dans une anthologie intitulée Kaichōon, qui veut dire le bruit des marées, qui rassemble 57 poèmes occidentaux qu'il admire. Avant de passer à la traduction, je vous mets le poème original à l'écran. Ce sera Chanson d'automne de Paul Verlaine. Vous pourrez le lire pendant que je vous lis la traduction japonaise. Donc voici comment Bin Ueda l'a traduit. Rakuyo, aki no hi no byoron no tameiki no futaburu ni minishimite urakanashi. Kane no oto ni mune futagi iro kaete namida gumu sugishihi no omoide ya. Ge ni ware wa uraburete koko kashiko sadamenaku tobichirafu ochiba kana. Voilà. Pour comprendre la logique japonaise, traduisons maintenant cette traduction en français. Ouais, donc on va faire la traduction de la traduction. Déjà, le titre Chanson d'automne devient Rakuyo, qui veut dire chute de feuilles. On a immédiatement une image forte. Le style japonais classique préfère souvent ouvrir par l'image principale, puis développer les sentiments, plutôt le contraire. Donc voici la traduction. Chute de feuilles. Par un jour d'automne, le soupir du violon pénètre profondément et perce mon corps d'une mélancolie secrète. Au son des cloches, mon cœur se serre, le teint changeant, les larmes viennent, souvenir des jours passés. Moi, ici-bas, désespéré, errant, sans destination, emporté par le vent, telle une feuille morte. Donc si on analyse rapidement, l'image de la feuille qui tombe ouvre immédiatement le poème, alors qu'en français, elle termine le poème. La mélancolie et la pluie de sentiments sont conservés, mais ici on part d'abord de l'image dans le titre pour développer ensuite, plutôt que le développement des sentiments vers une image finale. Dans la traduction japonaise de Verlaine, l'image de la feuille morte et la mélancolie automnale devient comme un haïku. Le rythme japonais accentue l'instantanéité et l'émotion, même si ce n'était pas l'intention originale de Verlaine. Et le jeu disparaît, car déjà, en japonais, on dit rarement « je », mais aussi pour renforcer le parallèle avec le poète et ainsi montrer l'impuissance face aux forces extérieures, le vent, le temps, l'automne, etc. À partir de là, on comprend le fonctionnement des poèmes japonais. On écrit d'abord un événement, puis ce qu'il nous fait ressentir. Pour un haïku, on ajoute un mot de saison. Pour un senryu, une réflexion ironique ou une critique. Le tanka est plus libre dans les thèmes, mais ça reste toujours dans la forme 5-7-5 plus 7-7 si on veut. Et donc maintenant que vous savez tout ça, on peut essayer de faire notre propre poème japonais. On va commencer par un tanka court pour illustrer par exemple un coup de foudre. Donc déjà, l'image forte, des perles de pluie sur tes cheveux ondulés, mon cœur redémarre. Après, si on veut faire un tanka long, on peut rajouter donc les deux vers en 7 et 7 syllabes qui concluent ou développent la réflexion. Donc ici, on peut faire soit un happy end, soit une déception amoureuse. Donc si c'est un happy end, on pourrait faire « Quand je tends la main vers toi, tu souris et je revis ». Ou si c'est une déception « Mais je tends la main vers toi, trop tard, tu es déjà loin ».
Et maintenant, si on veut faire un haïku, il faut choisir d'abord un thème qui fait un peu zen, donc soit la nature, une saison. On observe d'abord ce qu'on voit ou ce qu'on entend. On peut aussi exprimer ce qu'on veut. Tant qu'il y a un kigo pour la saison, ce sera un haïku. Donc en gros, l'astuce, ce serait de décrire d'abord la saison et ensuite de l'illustrer avec une émotion. Donc là, par exemple, école silencieuse, les rires d'enfants reprennent, portes ouvertes. Donc là, on comprend que c'est la rentrée des classes. On est en septembre, donc en automne. On a ici la saison. Et l'émotion ici, ce serait la nostalgie. En tout cas, moi, j'aimais beaucoup l'école, donc cette image-là me rendrait nostalgique. Pour les scènes rues, pas besoin d'évoquer la saison, mais il faut quelque chose qui soit une critique ou quelque chose d'ironique. L'astuce est donc de trouver une situation de son quotidien dont on peut parler avec ironie. On peut aussi jouer sur la surprise ou sur l'absurde. Par exemple, notification. Je crois que j'ai des amis, mais c'est de la pub. Et enfin, pour ceux qui n'aiment pas être enfermés dans les structures trop compliquées, comme moi, il existe aujourd'hui des Juritsu Haiku ou des Jiyu Haiku, où les syllabes ne sont plus des contraintes, mais il faut juste garder l'esprit du haïku, c'est-à-dire la saison et la coupure qui amène à une émotion. Donc là, par exemple, matin grisâtre, un corbeau traverse le ciel, le vent me donne la chair de poule. Donc on voit ici que la pose et l'image ressemblent à un haïku, mais la structure n'est plus 5-7-5, donc c'est un haïku libre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager vos productions en commentaire. Maintenant, je vous laisse comme promis avec les petits bouts de nature qui regroupent mes haïkus libres. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Dans le ciel, monde profonde et sans fin, nos rêves se libèrent. Les bois embellissent de vers apaisants ce monde transformé. Des bouts de nature, éparpillés dans la ville, passent souvent inaperçus. Châteaux entourés de verdure, souvenirs mélancoliques d'un passé oublié. Fleurs monochromes, sous la pluie battante, colorent l'automne. Au loin, la mer appelle les aventuriers à redécouvrir les choses oubliées. Les chants de la rivière éclairent la nuit, notre esprit engourdi. La cloche du temple sonne, les cigales chantent, le ciel m'apaise. Longue muraille mélangée à la colline contemple la ville. Tel le sucre glace, paysage appétissant saupoudré de neige. La mélodie des vagues balaye vos soucis dans un instant de fraîcheur. Beauté du monde parmi les rochers, oasis dans le désert. L'air pur de la campagne rafraîchit nos idées, balaye nos sombres pensées. Sculpture solitaire, passage de l'homme dans la forêt sauvage. Malgré le froid, des couleurs vives et la joie de vivre. Au coin d'un parc, ces fleurs multicolores égayent notre journée. Qu'importe le temps qu'il fait, l'important est de pousser plus haut vers le ciel. La monotonie, ne plus remarquer ces instants de bonheur. Si le chemin n'existe pas, je suivrai les courants d'eau, je découvrirai une autre destination. Je ferme les yeux, le vent me chuchote ce que mon cœur veut me dire. J'ai trouvé le bonheur dans une grappe de raisin au coin de la rue. Merci d'avoir écouté les haïkus jusqu'au bout. Le recueil de haïkus Les petits bouts de nature est une célébration de la beauté des petits détails que nous rencontrons chaque jour. Merci beaucoup pour votre soutien et n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer des nouveautés. Et aussi, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager cette vidéo pour soutenir cette chaîne. Merci et à bientôt pour d'autres histoires.